bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je crois que cette vidéo va surtout passionner ceux qui adorent les ovnis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre peut-être une petite boisson bien fraîche et quelques petites choses à grignoter si jamais vous trouvez le temps un peu long. On ne sait jamais. Si vous êtes bien installé, que vous avez tout ce qu'il vous faut, nous allons pouvoir commencer. Et ceux qui aiment les ovnis, profitez-en. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'abduction d'un policier. Tout se serait déroulé le 2 mars 2006. Vers 21h30, le caporal Sergio Pucetta, qui était un agent de l'UR 2e de la ville de General Pico, à La Pampa, effectuait tout simplement une visite de routine, comme il avait l'habitude de le faire, dans une zone rurale près de la ville. Pour cela, il avait pris sa moto Honda 150. Ce jour-là, son itinéraire avait quelque peu changé par rapport à d'habitude. Marcelo Villegas, qui était un camarade du second commissariat de Pico, lui avait demandé exceptionnellement de couvrir également sa juridiction, car c'était son jour de repos, donc il ne pouvait pas le faire. Le caporal Pucetta va accepter et va commencer sa ronde à 19h30. Il va parcourir environ 80 km jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit connu sous le nom de Carrefour des Roseaux. À ce point même, à environ 25 km au sud de la ville de General Pico, il va apercevoir une lueur étrange apparaître entre les montagnes. Au début, il pense que c'est peut-être simplement des braconniers. Il va arrêter sa moto, enlever son casque et le placer sur le rétroviseur et descendre de celle-ci. Il fait le tour de l'endroit pour voir s'y repérer ses supposés braconniers, mais il ne vit et n'entendit rien. Jusqu'à ce que quelques minutes plus tard, alors qu'il était sur le point de remonter sur sa moto pour repartir, il aperçut alors deux étranges lumières rouges qui l'éblouirent et en même temps le paralysèrent. Ces deux lumières se trouvaient à environ 50 mètres du caporal Sergio Pucetta. À l'époque, il avait 31 ans. Il était assez athlétique et il avait participé à un programme d'entraînement des forces spéciales un an plus tôt. Mais bien qu'entraîné, la situation là l'a pris complètement par surprise et il n'eut donc pas le temps de réagir. Il y avait donc le caporal Pucetta à côté de l'intersection, complètement aveuglé par les lumières qu'il apercevait et qui étaient statiques. Il n'arrivait à bouger que ses mains. Il ressentit alors un étrange picotement et celui-ci se mit à parcourir tout son corps. Une seconde plus tard, son handy tombait, le pistolet pareil et le téléphone portable se retrouva à terre également. Seul problème, c'est qu'il ne se souvient pas quand il s'est débarrassé de toutes ses affaires et encore moins pourquoi il l'a fait. À partir de là, tout ce que nous savons va être raconté par les sergents et la police qui ont été mis au courant de la disparition de Pucetta. Comme il appartenait à la ville de Dorilla, il va appeler l'agent Marcelo Villegas, qui se trouvait donc au 2e poste de police. Mais Pucetta ne se souvient pas non plus qu'il l'ait appelé. C'est la femme de Villegas qui avait répondu, Norma. Elle lui avait déclaré à l'époque qu'elle avait remarqué que la voix du jeune caporal était déformée. Mais il n'a pas posé de question sur le fait que ce ne soit pas son mari qui réponde. Il implorait tout simplement de venir à l'intersection. Villegas, lui, prenait sa douche à ce moment-là. La communication va alors être coupée et la femme de Villegas va essayer en vain d'essayer de rappeler à nouveau pour pouvoir avoir plus de précision sur ce que voulait Sergio Pucetta. Quelques minutes plus tard, le téléphone va de nouveau sonner et cette fois, c'est Villegas lui-même qui va répondre. À l'autre bout du fil, on a Sergio, donc le jeune policier, qui dit « Venez me chercher à Las Cañas, vous savez ce qui se passe ». Puis la communication va de nouveau s'interrompre. Totalement désespéré, Villegas va appeler le numéro d'urgence, le 101. Et 10 minutes plus tard, c'est le chef du commandement radioélectrique qui arrive à l'intersection qui a été mentionné par Pucetta.
Le commissaire-inspecteur Roberto Osvaldo Ayala était précisément de service à ce moment-là. Lorsqu'ils furent arrivés au niveau du champ de Cannes, qui faisait à peu près 800 mètres, ils ont trouvé toutes les affaires de Pucheta, c'est-à-dire son handi, son revolver, son téléphone, mais également la moto, sa Honda Legalo 109, immatriculée 520 CMZ, donc ça ne pouvait être que la sienne. Le véhicule était couché sur le côté gauche, et c'est un peu plus loin alors qu'ils ont trouvé le handi, donc c'est le talkie-walkie si vous préférez, qui était démonté, l'arme de service de Sergio, qui était d'un calibre de 9 mm de la marque E-Power, qui n'était pas armé, c'est-à-dire tout simplement qu'il avait été démonté. Sur le sol, vous pouviez trouver d'un côté la poignée, puis la glissière, puis le canon, le ressort et la sécurité de la glissière, ainsi que le chargeur et les projectiles. Tout avait été complètement démonté et dispersé. Ils ont marqué d'ailleurs que les balles avaient été parfaitement empilées et en ordre. En ce qui concerne son téléphone, il était là aussi. C'était un appareil de marque Nokia. Il avait une coque grise avec l'inscription « Police » dessus. En fait, il y avait toutes les affaires que Pucheta avait sur lui quand il est parti faire sa ronde qui normalement devait être une ronde banale et habituelle. Sauf que Sergio Pucheta n'était plus là. En raison de la nature assez bizarre de l'affaire, on va faire une clôture périphérique tout autour de l'incident pour pouvoir préserver le site et surtout toutes les affaires qui n'ont pas été déplacées et laissées telles quelles. Comme supposément on a un agent disparu, on ne peut pas tout reprendre comme ça et puis faire comme si de rien n'était. Non, il y a tout un dispositif qui a été mis en place. En d'autres termes, ça veut dire que quelques minutes après l'arrivée du commando de patrouille radio, il y a des véhicules de différentes juridictions qui vont quitter l'intersection de Las Cañas dans toutes les directions et aussi un groupe d'agents qui va commencer à aller vers la ville d'Agustoni en espérant retrouver Sergio Pucheta peut-être en train de marcher sur le côté de la route, peut-être qu'il avait eu une perte de mémoire ou on ne sait quoi. Toutes les voitures ont fait le chemin qu'on leur a demandé, mais sur toutes les routes qu'ils ont suivies, aucune trace de bagarre, aucune trace d'un autre véhicule. Tout ce qu'ils ont pu retrouver a juste montré que Sergio Pucheta était parti vers le 5e méridien, qui est un chemin de terre qui divise la province de Buenos Aires et de La Pampa. Villegas lui-même, même si c'était son jour de repos, est parti et a été sur les lieux d'où s'est passée cette supposée disparition et où il trouva le fameux téléphone portable qu'il avait spécialement demandé et qui a beaucoup aidé dans les recherches. C'est lui qui, en arrivant, va réaliser qu'il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. C'est au niveau des pas de Pucheta. Au début, lorsqu'il a regardé les traces de pas de Sergio, on voyait des traces de pas normales de quelqu'un qui marche. Mais à un certain moment, la distance qu'il y avait entre les empreintes a commencé à se séparer d'1 mètre, 2 mètres, puis jusqu'à 7 mètres entre deux traces de pas différentes. C'était comme si au fur et à mesure quelque chose le soulevait. Et il a observé tout cela sur à peu près 2800 mètres. Sergio Pucheta dit en ce qui le concerne qu'il a senti comme des présences qui s'amusaient à l'attraper et le jeter, d'où l'explication des pas qui étaient distancés comme ça. Mais cependant, qu'il ne pouvait pas expliquer qui faisait ça parce qu'il ne voyait personne. C'est comme s'il volait. Du moins, c'est ce qu'en a pensé Villegas quand il s'est aperçu de cette différence et de cette séparation qui allait en augmentant. La dernière chose qu'ils ont réussi à trouver, c'était des légères marques de bouts de bottes, puis plus rien du tout. Comme cela concernait un agent de la police, tout de suite, le 4e tribunal d'investigation correctionnelle, général Pico, qui était en charge du docteur Luis Alberto Abraham, va intervenir. Non seulement la police locale va travailler sur cette disparition, mais aussi toute la force de la province va être mobilisée spécialement. Le ministre de la Sécurité, le docteur Juan Carlos Terno, le chef de la police Ricardo Bodo et toute la force conjointe étaient à la disposition pour rechercher le caporal qui avait disparu dans des circonstances qu'il faut dire, après ce qu'avait découvert Villegas, devenaient assez étranges.
À 2 heures du matin, il s'est mis à pleuvoir. C'était un fort orage qui va frapper toute la zone et ça va un peu compliquer les recherches du coup et peut-être effacer des preuves qu'ils n'avaient pas encore découvertes et qui auraient pu les aider à comprendre un peu ce qui s'était passé. Le lendemain, le 3 mars 2006, à peu près vers 15h55, dans une zone qu'on appelle El Triangulo, qui est un point éloigné à environ 15 km au sud-ouest de la ville de General Pico, on va retrouver le caporal Pucheta. Il était à 28 km de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. C'est le propriétaire d'un domaine, M. Luis Alberto Barbero, qui va le retrouver. Cet homme va assurer qu'à 15h55, alors qu'il se trouvait sur un chemin interlocal qui était parallèle à la route provinciale numéro 1 et aux voies ferrées, il va apercevoir un homme habillé comme le disparu, assis et avec le visage caché dans ses mains. Tout de suite, Barbero va essayer de communiquer avec le policier, mais celui-ci ne va pas lui répondre. À aucun moment, il n'échangera un mot avec lui. Comme l'homme ne réagit pas, Barbero va décider d'appeler le numéro d'urgence avec son portable. Quelques minutes plus tard, toutes les unités de la zone vont arriver sur les lieux, puis une ambulance va suivre. Et au bout d'un moment, l'affaire étant tellement étrange, elle est arrivée jusqu'aux oreilles des médias, donc ceux-ci sont arrivés sur les lieux. Et c'est à ce moment-là que Pucheta va dire que quelque chose dans sa tête, quelque chose lui avait dit « Si tu restes ici, nous viendrons te récupérer ». Puis il va commencer à se relever lentement, mais tout ce qu'il a pu faire en se levant, c'est aller dans les bras de son supérieur, le commissaire-inspecteur Roberto Osvaldo Ayala. Et il s'est effondré dans ses bras en criant de désespoir. Un peu plus tard, on va transférer Sergio à l'hôpital de General Pico et certains fanatiques d'OVNI assez opportunistes sur les bords vont alimenter la version selon laquelle l'agent avait parlé de petits êtres aux yeux rouges qui lui auraient donné des ordres et autres mensonges inventés de toutes pièces car Pucheta n'avait quasiment pas parlé, donc tout ce qu'il pouvait dire à ce moment-là, rien de tout ça n'était vrai. En fait, c'est ce qui se passe quand il y a un peu des histoires intéressantes. C'est dès qu'il se passe quelque chose, eh bien, certaines personnes essaient de s'accrocher à une histoire, même inventée, pour essayer d'être filmé, de pouvoir parler, vous savez, pour avoir son petit quart d'heure de gloire. Là, c'est un peu ce qui est arrivé avec toutes ces fausses informations qui ont commencé à être dites par des gens qui n'étaient au courant de rien en finale. Si on en revient à Barbero, l'homme qui a trouvé le caporal, lui, il dit qu'il n'a pas observé d'empreintes de chaussures ou bien de véhicules sur le site quand il y était. C'était tout simplement comme si Sergio Pucheta avait été doucement déposé là, à cet endroit-là. Il n'avait pas marché dans un sens ou dans l'autre, il était resté sur place. Ce qui lui a semblé curieux, c'est qu'il se souvient que la nuit précédente, il avait plu, et d'ailleurs beaucoup. Et c'est même indiqué dans le dossier de la police. Et la pluie n'avait cessé qu'à 13h30. Cependant, ils ont pu remarquer que Sergio était tout à fait sec. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas subi la pluie et donc qu'il avait été déposé après l'arrêt de celle-ci, c'est-à-dire après 13h30. Seules ses bottes étaient mouillées en fait du fait d'avoir marché sur un sol qui avait été mouillé par la pluie. Quand on l'a observé, on a pu remarquer qu'il n'avait pas non plus de caltrops qui était attaché à son pantalon. Ça veut dire qu'il n'était pas entré sur le terrain dont le propriétaire était Barbero. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont bien sûr déshabillé Sergio pour pouvoir l'observer et lui mettre la fameuse belle chemise des hôpitaux. C'est alors qu'ils ont remarqué que les pieds de celui-ci avaient comme une sorte de brûlure, mais une belle brûlure, parce qu'on pouvait observer des cloques. Au milieu de celle-ci, on pouvait voir comme des petits points. Pucheta a alors commencé à insister pour qu'il l'emmène dans une pièce sans lumière. Il était devenu photosensible, et cela a duré un certain temps, il faut dire. Du fait de la disparition du policier, cela a amené le fait qu'il y avait beaucoup de chercheurs pour pouvoir le trouver, et parmi ceux-là, il y avait un chercheur du nom de Santa Rosa Quinque Mario. C'est un homme qui étudie les phénomènes ovnis dans la province de la Pampa depuis une trentaine d'années environ. Il a suivi de très près
les opérations de ratissage de la police pour tenter de retrouver Puccietta. Donc ça veut dire qu'il était là au moment de la disparition. Il fait partie de l'équipe des recherches de Puccietta. Et il va contacter des sources à l'hôpital de Centeno. Et il va souligner que dès le début, et là je le cite, il se passait quelque chose d'étrange avec la disparition de cet officier. Entre-temps, il va ajouter qu'après la découverte, et donc le fait qu'on a retrouvé notre caporal, il avait réussi à parler avec Sergio lui-même. Et il le décrit dans un état de choc émotionnel très profond. Il continue en expliquant. Nous lui avons rendu visite avec le shérif Roberto Ayala et nous lui avons demandé de se détendre. On a fait avec lui des exercices de respiration. Il a commencé alors à se détendre, puis a commencé à raconter son histoire. L'ufologue va même ajouter que de cet entretien va résulter le fait que Puccietta ne peut pas expliquer ce qu'il est advenu de son arme, de son téléphone portable ou encore de son handi, c'est-à-dire Talkie-Walkie. Il dit juste qu'il a été poursuivi par 2 personnes aux caractéristiques frappantes, plus petites que lui et aux yeux rouges. C'est alors que Mario va faire remarquer que la piste de Puccietta était quand même sur 2800 mètres, où cela s'est produit, vous savez, où les traces de pas ont commencé à se séparer. Je vous rappelle, il y avait quand même 2800 mètres avant de ne plus avoir de traces du tout. Mais le jeune homme n'avait vraiment aucune idée de ce qui avait bien pu arriver pour que cela fasse ce qu'ils ont observé. Et il ne se souvient pas non plus de l'endroit où il a été secouru. Pendant tout ce temps-là, les médecins, eux, après avoir bien observé Sergio, à part les traces de brûlure, ne vont remarquer aucune autre marque étrange sur tout le corps. Et ils s'attendaient à ce que l'état de Puccietta s'améliore assez rapidement afin d'approfondir leurs expériences pour essayer d'en savoir plus sur ce cas assez bizarre. Alors j'ai trouvé un extrait très court du journal de la Pampa qui date d'avril 2006 où il est écrit « Le policier récupère et confirme avoir vu des extraterrestres. Je cite « Je ne veux pas être pris pour un cinglé, a dit l'officier à un ami il y a 2 jours. Il a affirmé avoir vu 2 êtres aux grands yeux rouges qui lui ont donné des ordres télépathiques. Depuis que Puccietta s'était à peu près remis, il s'est retrouvé sous soins psychiatriques dans le cadre d'un épisode que l'on appelle épisode confusionnel. Il sera interrogé plus tard par une station de radio de Barcelone. Il y dira « Je me sens un peu nerveux, j'ai mal à la tête et mes mains me démangent. » Il va aussi demander à la société de croire en son histoire, puisque cela ne s'était jamais produit auparavant, et il dit « Je ne croyais à rien de tout cela auparavant. » Il va aussi rencontrer les médias, donc à General Pico, et il va fournir des détails sur son expérience pendant à peu près 1 heure d'entretien. Et là je le cite. « Je conduisais une moto, une Honda 125cc appartenant à la division Cattle Rustling, et lorsque j'ai atteint la zone sauvage que nous appelons Las Cañas, j'ai vu un feu rouge semblable à celui d'une voiture, a-t-il expliqué. Il ajoute qu'en atteignant le fameux site où il a vu la lumière, celle-ci a disparu. Puis je suis descendu de ma moto pour voir si j'entendais des bruits. Quand je suis remonté sur ma moto et que j'étais sur le point de mettre mon casque, la lumière rouge est apparue devant moi, contre mon visage, et elle était très forte. Il a poursuivi en disant que la lumière rouge se tenait devant moi et m'a en quelque sorte hypnotisé. Il souligne qu'à la suite de ce contact avec cette lumière, il ne pouvait que bouger ses mains, rien d'autre. Je ne pouvais pas bouger le reste de mon corps. C'était comme si la lumière parcourait tout mon corps. Plus tard, il va ajouter que cette lumière va s'élever dans les airs et lui causer un mal considérable à la tête et aux yeux. C'est une situation à laquelle l'officier a bien sûr tenté d'échapper. Pour cela, il s'est enfui à pied dans les champs. Tout ce qu'il admet, c'est qu'il se souvient pas en fait d'avoir démonté son pistolet de service ou encore d'avoir ouvert en 2 son talkie-walkie, qui ont été ensuite retrouvés donc sur le fameux site où Sergio a disparu. Il ne sait pas non plus pourquoi le téléphone qui était avec le talkie et avec son arme avait tous les numéros stockés dans celui-ci qui avaient été complètement effacés, sauf le dernier appel que Sergio avait passé à ses collègues officiers lorsqu'il a appelé des renforts à Las Cañas. À cette époque, le caporal a expliqué qu'il travaillait pour la police depuis environ 8 ans
et que depuis ces 2 dernières années, il avait servi dans la division spécialisée dans le vol de bétail, donc la division Abdiado. Il effectuait des patrouilles entre 19h30 et 22h le long de la région rurale de Dorilla, Speluzzi et Trebolares. Pour en revenir à son expérience, Pucetta va ajouter que lorsqu'il courait dans le champ rural, ils étaient toujours derrière moi, a-t-il dit, en faisant référence à 2 entités qui le poursuivaient. Il a également ajouté « Je ne me souviens pas si je marchais ou si je courais ». Et il a fait remarquer qu'il s'était d'un seul coup souvenu de toute sa vie en quelques secondes. Et je le cite « Depuis que j'étais petit jusqu'à maintenant, que je sois plus âgé, tout ce qui s'est passé de bon ou de mauvais, je m'en suis souvenu ». En ce qui concerne les fameuses entités qu'il poursuivait, il a soutenu que celle-ci l'évitait. Il en a décrit une qui avait une figure comme, et je le cite, étant plus petite que moi, quelque peu transparente, avec une grosse tête et des yeux rouge clair. Les yeux étaient très rouges. Il a ensuite expliqué que pour communiquer, ces entités utilisaient leur esprit, c'est-à-dire la télépathie. Il avait l'impression que c'était comme s'ils effectuaient des tests. Et je le cite encore. Par exemple, j'ai atteint un champ de maïs et à une distance d'environ 10 mètres, j'ai vu un grand personnage qui semblait mâcher des épis de maïs et casser quelque chose. Je me suis alors senti très effrayé et je suis resté là à le regarder. Il se rapprochait de plus en plus et c'est à ce moment-là que je les ai sentis me dire « soit tu avances, soit tu recules ». Puis je me suis levé et je suis passé juste devant la silhouette et la peur m'a en quelque sorte quitté pile à ce moment-là. Ce sont ces déclarations, je vous rappelle, que je viens de vous dire. Lorsqu'on va lui demander si la silhouette qu'il a aperçue pouvait être d'origine animale, il a dit que non, car, je le cite, il était plus grand que moi, beaucoup plus grand. Il va aussi déclarer que tout au long de l'expérience qu'il a vécue, il était conscient parce qu'il pensait à sa famille, sa femme et son enfant qui allait naître, car à l'époque sa femme était enceinte, et que c'était quelque chose de bien réel qui était en train de lui arriver, donc il n'était pas en plein rêve. Il ajoute aussi qu'il ressentait une grande peur. La peur a totalement disparu quand il a commencé à se souvenir de tout ce qu'il avait vécu depuis l'enfance. Pour lui, c'était la plus belle chose qui lui soit arrivée. Encore plus tard, Pucetta va dire qu'il avait, depuis ce qu'il avait vécu, très peur de sortir la nuit, et que les entités lui auraient confié par télépathie qu'ils allaient s'emparer d'un autre collègue qui voyage aussi seul. C'était pas très rassurant à l'époque. En ce qui concerne l'endroit d'où la police est venue le secourir, il a déclaré qu'il attendait depuis le matin. J'étais là à 8h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi, assis et attendant, dans un endroit où personne jamais ne passe. Lorsqu'on lui a demandé logiquement pourquoi il n'avait pas décidé tout simplement de s'éloigner de cet endroit, il a répondu « J'avais les pieds paralysés, j'étais engourdi. Ils m'ont dit que si je passais la journée là-bas jusqu'au soir, ils reviendraient pour moi. » Sergio n'a pas été en mesure d'expliquer si ces fameuses entités l'avaient emmené quelque part, mais il a expliqué que pendant certaines parties de la distance qu'il avait parcourue avec elle, c'était comme s'il était dans les airs, et il s'est même souvenu qu'il avait croisé de jeunes taurillons. Mais ceux-là n'ont même pas bougé, c'était comme s'ils ne voyaient pas Sergio Pucetta, comme s'ils ignoraient totalement sa présence. Il va aussi préciser lors de la conférence de presse que son expérience n'est qu'un des nombreux cas enregistrés dans cette zone rurale. Il dit « Auparavant, mon partenaire et moi avons vu des milliers de ces lumières rouges. Une fois, nous en avons chassé un jusqu'à l'autoroute. Il pleuvait et nous n'en avons jamais trouvé aucune trace. Il y avait juste les traces de notre camionnette. » Il a même ajouté qu'il y a environ 2 semaines, un collègue roulait le long de la route d'accès à Agustoni et a vu une lumière au milieu de la route. Il a pensé que c'était une voiture et il a fait clignoter ses phares, mais la lumière ne bougeait pas. Quand il était sur le point de le dépasser, la lumière s'est déplacée d'un côté à l'autre et a volé droit vers le haut. Après, Sergio Pucetta n'a plus vraiment fait parler de lui et de son histoire et il est venu à référer la fameuse enquête de cette étrange expérience et il fut finalement déchargé de service.
En mai 2013, par la résolution 383 publiée en bulletin officiel, Pucheta a été contraint de prendre sa retraite. Car à partir du moment où il a été supposément enlevé par ces entités, il n'arrivait plus à retourner au travail en raison du traumatisme qu'avait généré cette expérience pour lui. Encore aujourd'hui, la disparition du capitaine Sergio Pucheta reste un mystère. Tout semble correspondre à une abduction, ou du moins, si vous préférez, à un enlèvement par ce qu'on appelle, nous, des extraterrestres. En confidence, Pucheta va raconter de vagues images de la nuit qu'il a passée. Il dit qu'il a vu le champ d'en haut, comme s'il était à bord de quelque chose, et qu'il a vu comment tout s'éclairait à son passage. Il se souvient que lorsqu'il a levé les pieds, il avait très chaud. Il assure qu'il ne veut plus jamais vivre ça. Et qu'aujourd'hui encore, il continue d'éviter de se rendre au carrefour de Las Cañas, où cette nuit-là, il a vécu un événement inexplicable qui lui a complètement changé sa vie et l'a totalement traumatisé. Bien mystérieuse quand même cette histoire. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, moi j'en avais entendu vaguement parler dans une émission, je ne sais plus laquelle bien sûr. J'espère en tout cas que je l'aurai fait découvrir à plusieurs d'entre vous. Alors là, j'ai pas fait de grandiloquence ou trop m'écarter du sujet parce que c'était quand même assez dans l'ordre de l'histoire, c'est-à-dire à partir de la disparition, tout ce qui s'est passé ensuite, jusqu'au moment où on décide que il est temps pour Pucheta de prendre sa retraite puisqu'il est trop traumatisé pour pouvoir continuer à travailler. Donc j'ai vraiment essayé de faire ça dans l'ordre, c'était pas évident parce que j'ai mis d'un côté ce qui s'est passé, on va dire, entre guillemets, sur Terre, puis ce que dit avoir vécu Pucheta pendant tout ce temps-là, et finalement la réapparition, l'hôpital, etc. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, comment elle a été faite. J'ai fait de mon mieux, j'espère que vous le remarquez à chaque fois que je fais ce que je peux pour que cela vous plaise. Vous savez que vous pouvez me dire tout cela tout simplement dans la rubrique commentaires de la vidéo. Vous pouvez me dire si vous connaissez cette affaire, si vous en aviez entendu parler vaguement, un peu, si vous la connaissiez totalement, si vous trouvez cette histoire bizarre, si vous avez des explications, enfin tout ce qui peut vous venir au moment où vous écoutez la vidéo, eh bien vous pouvez me le dire en commentaire, ça nous permettra de discuter quelque peu. Et si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit like qui fait toujours plaisir, surtout quand c'est des semaines d'assez grandes vidéos comme c'est à peu près le cas en ce moment et qui demandent donc pas mal de travail, même si j'en connais qui diront elle dit qu'elle a beaucoup de travail, mais nous on travaille beaucoup plus. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. Moi je vais pas trop rentrer dans les détails de ma vie, donc pour moi ce que je fais c'est beaucoup de travail et surtout beaucoup de concentration alors que je n'ai plus forcément cette habilité. Voilà. Et si vous passez de temps en temps sur cette chaîne et que les vidéos vous plaisent, comme celle-ci par exemple, eh bien je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, comme ça eh bien vous ne passerez plus de temps en temps, mais vous serez au courant de toutes les vidéos qui seront postées sur la chaîne, tout simplement en appuyant sur le fameux bouton s'abonner. Et c'est encore mieux, si vous appuyez sur la petite cloche, vous pouvez sélectionner recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Et là, si YouTube fonctionne bien, théoriquement, dès qu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne, ils vous enverront une notification et là vous pourrez être sûr de ne louper aucune vidéo qui seront publiées. Et puis vous avez déjà pas mal d'heures à regarder si vous venez seulement d'arriver sur la chaîne. Il y a déjà pas mal de vidéos sur celle-ci à regarder. Pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de la partager. Là-dessus, comme toujours, vous savez que je vous fais une confiance absolue et que je vous remercie énormément de le faire. Et je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!